Bienvenue dans French Horror Story, la série où je vous raconte les histoires les plus sombres et horrifiques de notre pays. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Valençol, un petit village des Alpes de Haute-Provence, pour découvrir l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes des années 1920. Un crime sanglant, une famille décimée et une tragédie qui hantera ce village pendant de longues années. Préparez-vous à plonger dans le mystère de la tuerie de Valençol. Un froid glacial me mordait la peau alors que je traversais Valençol, un village isolé, accroché aux collines des Alpes de Haute-Provence. C'était un de ces après-midi de décembre 1928, où l'air semblait figé, où tout écho se perdait dans la brume. La neige, capricieuse, ne s'était pas encore décidée à descendre jusqu'ici, mais elle s'accrochait au sommet, comme un présage de ce qui allait venir. Je n'avais que 10 ans à l'époque, et ce jour-là, je me rendais chez mon cousin Clément, qui habitait à 3 kilomètres, à la ferme des Courellistes. Mon nom est Armand Mégy. Mes parents possédaient la ferme des Silences, et c'était un jour comme les autres. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai mis mes souliers usés et je suis parti en trottinant sur le chemin de terre, sans me douter que ce que j'allais découvrir me hanterait pour le restant de mes jours. Quand je suis arrivé, tout semblait étrange. La ferme de mon cousin, habituellement si animée, était plongée dans un silence pesant. Les portes étaient fermées, les volets hermétiquement clos. Ils sont partis cueillir des amandes, me suis-je dit pour me rassurer. Pourtant, quelque chose clochait. Je suis resté là, à scruter ce bâtiment qui d'ordinaire respirait la vie. Un frisson m'a traversé et je suis rentré chez moi, la peur serrant mon cœur. Le lendemain matin, l'inquiétude n'avait pas quitté mon esprit. Je suis retourné à la ferme des Courellistes. Et encore ce silence, ce vide. Pas une âme dans la cour, aucun signe de vie dans les champs. J'ai décidé de faire le tour de la ferme, pour voir, pour comprendre. C'est alors que je l'ai vu, le chien. Ce chien que je connaissais si bien, toujours joyeux, prêt à bondir sur moi pour des caresses. Mais cette fois, il ne bougeait pas. Il était étendu sur le sol, ses gémissements brisés par quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. Une bâche était posée là, juste à côté du chien. Quelque chose se cachait dessous, quelque chose de lourd. Je me suis approché, mes mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. J'ai tendu la main, hésitant à soulever cette bâche, quand une terreur sourde s'est emparée de moi. Mon corps s'est figé, et dans un élan de panique, j'ai tourné les talons et j'ai couru, courant à perdre haleine jusqu'à croiser Guichard, un paysan du coin. « Armand, qu'est-ce qu'il y a, garçon ?» me demanda-t-il, l'air perplexe. « Monsieur Guichard, il s'est passé quelque chose de terrible à la ferme des Courellistes. » Balbutiai-je, les mots s'entrechoquant dans ma bouche. Guichard fronça les sourcils et me suivit sans poser davantage de questions. Ensemble, nous sommes retournés à la ferme. Le chien était toujours là, ses plaintes lugubres, résonnant dans le silence oppressant. Guichard s'est approché lentement de la bâche, l'a soulevée, et là, la mort nous a sauté au visage. Le corps inerte sous la bâche était celui d'Adrien Richaud, le fermier des Courellistes. Ses yeux fixes, ouverts, reflétaient une horreur indicible, une terreur figée pour l'éternité. Son crâne, il était défoncé, comme si la fureur de l'assaillant s'était abattue sur lui avec une rage sans limite. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette scène macabre. Guichard, lui, resta un instant immobile, les mains tremblantes, puis il se tourna vers moi brusquement. « C'est pas une affaire pour un gamin, Armand. Fonce chez toi maintenant !» me dit-il d'une voix étouffée. Il enfourcha son vélo, pédalant à toute allure vers la gendarmerie de Valençol. Je suis resté là, figé, comme si mes pieds étaient soudés au sol. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais de voir. La mort, je ne la connaissais pas encore. Pas comme ça, pas avec autant de violence. Quand enfin je parvins à bouger, je courus moi aussi,
aussi vite que je le pouvais, comme pour fuir cette vision cauchemardesque. 1 heure plus tard, la ferme des Corellistes grouillait de monde. Les gendarmes, le maire, le juge de paix, tous étaient là, examinant le cadavre d'Adrien Richaud, échangeant des murmures graves, des regards troublés. Et puis, il y avait cette lanterne. Une lanterne posée entre les jambes d'Adrien, éclairant son visage blafard d'une lueur sinistre. Une question flotta dans l'air, non dite mais présente. Pourquoi cette lanterne était-elle là, précisément là? Les gendarmes, nerveux, décidèrent d'entrer dans la ferme, de découvrir ce que ces murs silencieux cachaient. « La porte est verrouillée, dit l'un d'eux. Essayons par le volet. » Un bruit de bois brisé résonna, un craquement sec, et soudain une odeur pestilentielle s'échappa de la bâtisse, emplissant l'air d'une puanteur de charogne. Ils comprirent immédiatement. Quelque chose de bien pire attendait derrière ces murs. Quand ils pénétrèrent dans la pièce principale, la scène qui s'offrit à leurs yeux était insoutenable. 4 corps gisaient sur le sol, morts, tous morts. La mère, Antonia Richaud, ses 2 fils, Clément et Roger, âgés de 10 et 3 ans, et Auguste, le domestique de la famille. La pièce semblait figée dans le temps, comme si la vie s'était arrêtée brutalement, en plein mouvement. Les assiettes sur la table étaient encore remplies d'un fond de soupe. Le pain avait été coupé à moitié. La mort avait frappé au milieu de leur repas, brisant leur quotidien en 1000 morceaux. « Regardez, on dirait qu'ils ont été tués par balle », dit un des gendarmes, observant les blessures béantes sur les corps. « Mais ce n'est pas tout. On dirait qu'on les a aussi frappés. Peut-être avant, peut-être après. Regardez leurs crânes, brisés. Les chaises sont renversées. Il y a du sang partout. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les gendarmes regardaient autour d'eux, cherchant des réponses dans ce chaos macabre. Là, au sol, des briques. Les mêmes briques qu'on utilisait pour réchauffer les lits en hiver. Elles aussi étaient en couvertes de sang. Quelqu'un s'en était servi pour fracasser les visages des victimes, pour les réduire en bouillie, comme si la haine guidait chacun de leurs gestes. Le procureur Bernard, venu de Digne, arriva sur les lieux, accompagné du juge d'instruction terrain et d'un médecin légiste. Rapidement, les policiers de la 9e brigade mobile rejoignirent la scène, menés par le commissaire Martin. Une équipe entière convergea vers cette ferme qui, d'un jour à l'autre, était devenue le théâtre d'un massacre sans nom. « Docteur, dites-moi, combien de temps selon vous ?» demanda le commissaire Martin en fixant les corps étendus. Le médecin légiste se pencha sur les cadavres, examinant les blessures, palpant les corps glacés. « Je dirais qu'ils sont là depuis au moins 4 jours. Regardez les habits de l'homme là-bas. Il porte ses vêtements du dimanche, et dimanche, c'était il y a 4 jours. » Les enquêteurs continuèrent de fouiller la ferme, cherchant des indices, des traces de ce qui avait bien pu se passer cette nuit-là. Et tout indiquait que le massacre avait eu lieu après le repas du soir. La famille avait sans doute été surprise, attaquée alors qu'ils s'apprêtaient à faire la vaisselle, à poursuivre leur routine. Ils avaient été tués à la lueur de cette lanterne, abattus dans le noir de la nuit. Dans le désordre général de la maison, chaque détail hurlait la violence des derniers instants. La mère, Antonia, couchée sur le dos, son visage tuméfié, comme si elle avait tenté de se défendre, de protéger ses enfants. Le domestique, Auguste, les bras repliés sur son visage, probablement dans un geste de défense désespéré. Clément, 10 ans, face contre terre, sa tête fendue. Roger, 3 ans, si petit, si frêle, gisant près de sa mère. Tout était là, sous leurs yeux, une scène d'une brutalité telle que personne n'aurait pu l'imaginer. « Regardez ces chaises !» murmura l'un des gendarmes. « Des touffes de cheveux sont restées accrochées. Ils ont dû les frapper avec, à plusieurs reprises. » La pièce se décomposait en indices sordides. Sur la table, un livre était resté ouvert. Les souvenirs des grands écrivains, d'Alphonse Daudet et Frédéric Mistral. Peut-être que Clément, l'aîné, lisait ce livre lorsque les tueurs sont entrés.
lorsque tout a basculé. Alors que les enquêteurs fouillaient chaque recoin de la ferme, une question tourmentait le commissaire Martin. Pourquoi cette famille? Pourquoi une telle sauvagerie? Tout portait à croire que l'objectif des tueurs était le vol, mais rien dans la scène du crime ne semblait logique. Le portefeuille d'Adrien Richaud, contenant 771 francs, avait été laissé intact, bien en évidence. Pourtant, les voleurs avaient retourné les tiroirs, éventré les matelas, fouillé chaque centimètre de la maison, comme des bêtes cherchant quelque chose de précis. Il manquait cependant une chose, la bicyclette du domestique, Auguste. Une simple bicyclette bleue, pourtant elle pouvait détenir une part de vérité. Martin ordonna alors de publier une description détaillée du vélo dans le Petit Provençal, le journal local. Bicyclette de marque Chamois, garde-boue bleu, guidon renversé, avec une plaque gravée au nom d'Auguste Mauric. C'était peu, mais peut-être cela permettrait-il de faire avancer l'enquête. Pendant ce temps, dans le village, la rumeur courait. Tout le monde parlait de ce massacre, ajoutant des détails, exagérant les faits. Certains disaient avoir vu un homme seul rôder près de la ferme. D'autres parlaient de 2 voire 3 individus marchant ensemble sur la route ce soir-là. Les témoins se contredisaient surtout. La couleur des cheveux, l'âge, la façon de parler, comme si les ombres de la nuit avaient brouillé la mémoire de chacun. Une seule piste semblait crédible, celle donnée par la mère Mégy, la mère du petit Armand, le garçon qui avait découvert le corps d'Adrien. Elle se souvenait avoir reçu la visite d'un homme qui cherchait du travail dans les fermes quelques jours avant le massacre. Il devait avoir dans les 20 ans, blond, le nez légèrement retroussé. Il portait une veste grise, un pantalon kaki et il avait des sandales aux pieds. Mais ce qui m'a marqué, c'est son accent. Ce n'était pas d'ici, mais je n'arrive pas à dire d'où. Armand, lui aussi, confirma avoir vu cet homme. Oui, je m'en souviens. Il avait l'air étrange. Pas méchant, mais... je sais pas. Pas comme nous. C'est alors qu'un autre témoignage s'ajouta. Celui de Monsieur Blanchet, un riche industriel de Marseille, qui venait d'acheter la ferme des Courellistes, celle qui avait été le théâtre du crime. Il se souvenait avoir vu cet homme blond le dimanche 2 décembre. Mais il n'était pas seul. Il était avec un autre jeune homme, légèrement plus âgé, au regard sombre et aux cheveux bruns. Et je suis certain qu'ils avaient tous les deux un accent du Nord peut-être. Les enquêteurs comprirent que les meurtriers cherchaient probablement l'argent de la vente de la ferme. Ils pensaient sans doute que la somme était cachée aux Courellistes, ignorant que la transaction n'était pas finalisée et que l'argent se trouvait encore chez les Mégy, les cousins des Richaud. Ils avaient tué pour une erreur, un malentendu, une tragédie inutile. Les jours passèrent, et le 8 décembre, les obsèques eurent lieu. Une procession silencieuse accompagnait les cercueils depuis la ferme jusqu'à Valençol. Il n'y avait que 4 cercueils, car les corps des 2 enfants, Clément et Roger, avaient été mis ensemble dans le même. Le village entier était là, le visage fermé, les yeux humides. Le maire prit la parole, sa voix résonnant comme un écho dans la cour de l'église. Cette famille de travailleurs honorables et leurs fidèles domestiques, qui a dû lutter pour défendre ses maîtres, ont été arrachés à la vie par la cruauté de brutes sans âme. Même les enfants, 2 pauvres petits êtres de 10 et 3 ans, n'ont pas trouvé grâce devant leurs bourreaux. Les corps, mutilés, brisés. C'est un crime qui dépasse l'imaginable, une horreur sans nom. La foule frissonna, retenait ses larmes. La terre fut retournée pour accueillir ces corps, et le domestique, Auguste, fut enterré dans la même tombe que la famille Richaud. Un geste rare, mais personne ne dit mot, car la mort avait tout nivelé. Tout le monde partageait la même douleur, la même colère sourde. Quelques jours plus tard, la gendarmerie de Châteaurenou, un village voisin, contacta le commissaire Martin. Un cafetier de Volx, à 30 km de Valençol, avait vu quelque chose d'étrange. Paul Sabatier, le propriétaire de l'établissement, décrivit la scène. C'était le lundi, juste après le crime. Un étranger est entré et a commandé un café. Il m'a donné un billet de 100 francs pour payer et j'ai dit que je n'avais pas de monnaie.
Alors il a sorti des pièces d'argent, des Napoléons en or. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le commissaire haussa un sourcil. Et vous l'avez laissé partir? Vous n'avez rien remarqué d'autre? Attendez, c'est pas tout. Quand il est sorti, j'ai vu qu'il avait une bicyclette bleue, comme celle que vous cherchez. Le commissaire sentit l'excitation monter en lui. Il tenait peut-être là une vraie piste. Et cet homme, comment était-il? Il n'était pas seul. Un plus jeune était avec lui. Quand ils sont sortis, ils sont allés chez le cordonnier et en sont ressortis avec des chaussures toutes neuves. Avant ça, ils avaient là des sandales en mauvais état. Le cordonnier confirma l'histoire. Il avait bien vendu 2 paires de chaussures ce jour-là. Les 2 hommes avaient payé en pièces d'or. Les preuves s'accumulaient. Martin ordonna alors une fouille complète du village de Volx, cherchant ces 2 jeunes étrangers. Finalement, dans une grange abandonnée, les policiers trouvèrent là la bicyclette bleue, cachée sous un tas de paille, ainsi que des papiers au nom de Richaud. C'était indéniable. Ils tenaient une piste qui les mènerait, espérait-il, jusqu'aux assassins de la famille Marichaud. La description des 2 suspects fut diffusée dans toute la région et très vite, un télégramme parvint à la gendarmerie de Valençol. La nouvelle était tombée. À la Grand-Combe, dans les Cévennes, 2 individus correspondant au signalement avaient été interceptés. Jules Huguetto, 18 ans, et Alexandre Mouchet, alias Joseph Witkowski, 16 ans. 2 jeunes garçons. 2 enfants aux yeux de l'opinion publique, mais peut-être de véritables monstres, responsables de la tuerie de Valençol. Les gendarmes les firent immédiatement venir. Quand ils les rencontrèrent, une atmosphère étrange flottait dans la pièce. 2 gamins en apparence, au regard fuyant, les mains tremblantes. On aurait dit qu'ils venaient de se réveiller d'un mauvais rêve, ou qu'ils se réveillaient dans le cauchemar qu'ils avaient eux-mêmes créé. Le premier à parler fut Jules Huguetto. Acculé par les gendarmes, effrayé, il se mit à pleurer, ses larmes coulant sur ses joues creusées. Je ne voulais pas, je le jure. Je ne voulais pas de tout ça. Je voulais juste un peu d'argent, c'est tout, pour m'acheter des vêtements. Je vous en supplie, croyez-moi. Mais ce qu'il voulait entendre, c'était la vérité. Et la vérité était bien plus sombre. Huguetto raconta tout, ou presque tout. Il accusa Alexandre Mouchet d'avoir tiré sur Adrien Richaud dans la grange. Mouchet, caché dans l'obscurité, avait sauté sur le fermier et l'avait abattu d'une balle dans la nuque. Ensuite, ils avaient recouvert son corps de la bâche, comme pour masquer leur crime, ou pour empêcher la mort elle-même de s'échapper. Ce fut Huguetto, cependant, qui avoua avoir tué la mère, Antonia, et le domestique, Auguste. Mais les enfants, ce n'est pas moi, c'est Witkowski qui les a tués. Je n'aurais jamais pu faire ça. Ils criaient, ils pleuraient, ils appelaient leur mère. Lui, il n'a pas hésité. À ce moment-là, Huguetto éclata en sanglots, sa voix se brisant. Les mots semblaient écorcher sa gorge. Il raconta comment Alexandre avait saisi une chaise, l'avait fracassée sur le petit Roger, puis sur Clément. Les enfants hurlèrent de terreur, appelant leur mère, implorant que tout cela s'arrête. Mais Witkowski, non, Mouchet, comme s'il avait perdu toute humanité, les frappait encore et encore. Quand la chaise se brisa sous la violence des coups, il continua avec une grosse pierre qu'il trouva dans la pièce, jusqu'à ce que le silence règne à nouveau. Mouchet, alias Witkowski, fut également interrogé. Au début, il nia, se contredisant à plusieurs reprises. Puis petit à petit, les failles dans son récit se multiplièrent, et il finit par admettre. Oui, j'ai tué les enfants, mais c'était pour qu'ils ne souffrent pas, murmura-t-il, la tête baissée, comme s'il cherchait une justification dans la pénombre de la pièce. Le lendemain, Jules Huguetto et Alexandre Mouchet furent transférés à Digne, sous bonne escorte. À leur arrivée à la prison, une foule déchaînée les attendait, les insultes fusant de toutes parts. « À mort! Assassin! Bandit !» Les cris déchirants se mélangeaient à l'écho de leurs pas lourds sur le sol pavé.
Quelqu'un tenta même de frapper Huguetto avec un parapluie. La haine était palpable, si intense qu'on aurait dit que l'air en tremblait. Quelques jours plus tard, une reconstitution fut organisée sur les lieux du crime, à la ferme des Courellistes. La foule de Valensole s'amassa autour de la ferme, chaque villageois espérant voir de ses propres yeux les visages des tueurs, les hommes qui avaient volé la vie de cette famille. 20 gendarmes furent déployés pour les empêcher d'approcher, mais la tension restait vive, comme si la terre elle-même grondait sous leurs pieds. Durant cette reconstitution, Huguetto resta impassible. « C'est moi qui ai tiré sur Antonia Richaud, et c'est moi qui lui ai donné des coups de chaise, parce qu'elle gémissait encore. » Les mots sortirent de sa bouche avec une froideur effrayante, comme si chaque phrase était une lame de rasoir, écorchant la réalité. Mais il s'entêta à nier le meurtre des enfants, accusant Mouchet encore et encore. Mouchet, de son côté, resta silencieux, les yeux rivés au sol. Il ne niait plus, mais ne confirmait pas non plus. Comme si son esprit avait quitté son corps, refusant de revivre ces instants sanglants. Le procès de Jules Huguetto et d'Alexandre Mouchet s'ouvrit le 16 septembre 1929 devant la cour d'assises de Digne. Le tribunal était encerclé, protégé comme une forteresse contre la foule enragée. Car cette fois, ce n'était plus un village en colère, mais toute une région qui réclamait justice. Les deux jeunes hommes furent confrontés à leurs actes et une seule question obsédait tous les esprits. Qui avait tué les enfants? Huguetto et Mouchet continuaient de s'accuser mutuellement, chacun espérant sauver sa tête de la guillotine. Et puis dans ce tumulte, un homme se leva à la barre. Un homme dont les mots allaient sceller le sort de son propre fils. C'était le père de Jules Huguetto. Il se tenait droit, le visage fermé, comme sculpté dans la pierre. « Mon fils a toujours eu une mauvaise conduite. J'ai tout essayé. La douceur, la sévérité, rien n'a fonctionné. Il levait la main sur moi, même sur sa mère. J'étais certain qu'il finirait mal. Il ne mérite aucune indulgence. » Le silence tomba dans la salle. Un père demandant la peine de mort pour son propre enfant. La cruauté de cette scène se mêlait à l'horreur du crime. Les jurés semblaient vaciller sous le poids des émotions. Le maire de Valensole prit ensuite la parole, dénonçant les deux jeunes comme des bêtes sanguinaires. Les mots monstres et démons furent prononcés, hurlés presque, comme pour exorciser le mal de cette affaire sordide. À la fin du procès, les jurés furent confrontés à 49 questions, et ils répondirent « oui » à toutes. Oui, Jules Huguetto avait tué les enfants. Oui, il était coupable de tous les meurtres. Oui, il méritait la mort. La sentence tomba comme un coup près. Jules Huguetto fut condamné à la peine capitale. Alexandre Mouchet, mineur au moment des faits, écopa de 20 années de réclusion et de 10 années d'interdiction de séjour. Ce matin de janvier 1930, Huguetto fut réveillé à l'aube. Il but un café, un verre de rhum, fuma sa dernière cigarette. Puis Anatole Daibler, le célèbre bourreau, le conduisit à l'échafaud. La lame de la guillotine scintillait sous la lumière froide du petit matin. Juste avant que la lame ne s'abatte, Huguetto prononça ces mots, incompréhensibles, énigmatiques. « À moi les murs, la terre m'abandonne !» Ce furent ses derniers mots, suivis d'un silence tranchant. Et puis, la guillotine fit son œuvre. La tête d'Huguetto roula, et avec elle, un chapitre noir de l'histoire de Valensole se referma. Bien sûr, dans la tradition de l'époque, une complainte fut écrite, chantée dans les foires et les marchés. Là-bas, à Valensole, pays des farandoles, sous le beau ciel du midi, un crime odieux s'est accompli. Les mots de cette chanson résonnaient dans toutes les bouches, dans toutes les mémoires. Et pour longtemps, très longtemps, Valensole fut surnommé le pays du crime. Merci d'avoir suivi cet épisode de French Horror Story. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'horreur et le mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Laissez un petit pouce bleu si cette histoire vous a captivé et partagez-la avec ceux qui, comme vous, aiment frissonner au fil des récits les plus sombres de notre histoire. Dites-moi en commentaire quelle affaire vous voudriez découvrir la prochaine fois. Merci encore
et à bientôt pour un nouvel épisode de French Horror Story.